Bonsoir à tous. Allez, on va se lancer des petits applaudissements, ça peut être cool. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, et toi-même ? Alors, Charles Chevalier, auteur de jeux, Oui. Architecte. Oui. Tu vas nous parler de game design dans cette Creative Talk. A priori, oui. Et tu vas nous expliquer comment on fait un jeu de plateau, c'est ça ? En tout cas, on va voir quelques aspects, oui, de comment on crée, on communique, comment exister dans le milieu. Enfin, bon, voilà, différentes. Comment on trouve un thème, une thématique qui accroche. Alors, ça va être génial parce que tu nous as apporté plein d'éléments de jeu. On va évidemment passer au tamis de la conception, l'immersion, la conception, la formulation et l'exécution. 4 exemples de jeux qui vont nous permettre un petit peu de comprendre comment tu traverses en fait ces projets de gaming. Mais auparavant, on va essayer de faire un petit focus sur ton parcours. Donc, tu as une formation au départ d'architecte et tu as ensuite bifurqué sur le jeu ou tu mêles toujours tes deux activités de pair ? Alors oui, au départ j'ai une formation au départ de design, puis d'architecture, parce que une fois arrivé en école de design, on se rend compte que tous les gens dont on parle sont tous archi, donc on se dit c'est ça qu'il faut faire, en fait, il faut aller plus loin. Et puis, mais en fait, j'avais depuis tout petit une passion pour le jeu. Et donc, moi, dans la famille, à Noël, je fabriquais des jeux que j'offrais à mes parents, à mes sœurs. Voilà, donc, j'ai toujours fait ça. Donc, c'est un peu le rêve de gosse qui, sporadiquement, ressortait à l'adolescence, vers 18-20 ans. Et bon, on m'a toujours dit à l'époque, mais non, on peut pas en vivre, il faut pas, c'est pas bien, c'est mal le jeu. Donc j'essaye moi avec les étudiants en classe, de leur expliquer que le jeu c'est de la culture. Au départ, c'est la base de toute culture. Mais j'étais peut-être pas assez mature pour résister, on va dire, à tous ces gens autour de moi qui disaient non. Et en fait, je suis architecte depuis maintenant 30 et quelques années. Et donc, heureux de l'être, c'est pas. Et puis, vers la quarantaine, je retombe sur des vieux prototypes dans mon garage. Et je me dis quand même, le rêve de gosse, de se dire, et si je pouvais, faire un jeu, éditer un jeu, voilà. Et donc, je participe à un concours qui existe toujours, qui s'appelle le concours de la ludothèque de Boulogne-Billancourt, qui est un concours assez important dans le sens où, sur les prototypes, c'est un des 3 concours mondiaux qui font que les éditeurs se ruent sur les jeux primés. Et la première année, j'envoie un jeu qui deviendra plus tard Cappuccino, qui est un des jeux que j'ai sorti. Et on m'explique que je vais pas en finale parce que je ressemble trop à tel jeu. Donc évidemment, je vais voir tel jeu parce que j'avais pas forcément une connaissance encyclopédique à l'époque et c'est pas du tout ça. Donc en fait, je me dis mais c'est injuste. Enfin, on me dit que je ressemble à un jeu et bon. Et l'année d'après, avec des copains, on envoie un jeu ce jeu, pas la première année, mais la seconde année sera primé. Et à partir de ce moment-là, s'enclenche finalement une spirale positive et où les éditeurs se rendent compte que j'ai peut-être quelque chose en plus qui vient peut-être de l'architecture d'ailleurs, un savoir-faire, parce que c'est toujours important d'arriver avec des choses de l'extérieur, parce que si on ne fait que ce pourquoi on est entre guillemets payé, ou en tout cas on fait quelque chose d'assez classique. Et là, le fait d'arriver avec un autre bagage fait que les gens me regardent drôlement, disent tiens, il arrive avec des mécaniques un peu nouvelles, avec des choses originales. Et je me rends compte d'ailleurs que la plupart des auteurs de jeux à l'époque étaient architectes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quasiment le même métier. C'est-à-dire, c'est un métier de projet. Donc c'est un métier où en fait on va créer un espace. Donc dans le cas de l'architecture c'est réel, dans le cas du jeu c'est virtuel, mais ça a absolument la même valeur, c'est-à-dire que on va créer un espace qui pendant une demi-heure, 1 heure va nous permettre de l'habiter. Et pour reprendre des termes architecturaux, et donc en fait je me sens très très bien dans ce milieu. Les éditeurs que je rencontre, tout va bien. Et là les éditeurs me disent tous, toi t'as le talent pour en vivre. Et je repense 20 ans avant à tout ce qu'on m'a dit, et voilà. Donc en fait quand on vous dit de ne pas faire les choses, il faut faire exactement le contraire. Gardez votre esprit critique et si vous sentez les choses, il faut le faire, quoi. Voilà. Alors ce qui est formidable, c'est que
j'ai parcouru un petit peu Wikipédia, un tas de Google, etc. Et en fait, tu es principalement t'es un des plus gros édités, en tout cas concepteurs de jeux édités. Tu as quand même une bonne trentaine de jeux à ton actif. Quarantaine, avec les extensions. Ouais. Avec des extensions. Il y a une cote aussi auprès de certains prescripteurs, youtubeurs, chaînes de jeux, etc. Et, on sent qu'en fait, c'est un petit monde. Mais c'est finalement pas un si petit monde que ça, parce qu'il y a des ouvertures, il y a effectivement des collectifs, il y a des communautés. Comment se passe le monde du gaming ? Alors, notamment le jeu de plateau. Alors en fait, ça a énormément changé en une quinzaine d'années. Quand moi je suis arrivé dans ce monde, c'était en 2010, on va dire, parce qu'on gagne Boulogne en 2009, donc le premier jeu édité en 2010. Et en fait, j'ai envie de dire, à l'époque, il y avait une cinquantaine d'auteurs. Peut-être autant d'éditeurs et et on allait les voir sur des salons avec nos créations, on démarchait, c'était très bon enfant. Aujourd'hui, on prend des rendez-vous internationaux des mois à l'avance pour aller à Cannes, à Indianapolis, à Essen, en Allemagne, dans les différents lieux, on va dire, où il y a les gros salons, pour rencontrer ces éditeurs. Donc c'est devenu quelque chose de très professionnel, au point où, par exemple, au dernier festival de Cannes, donc il y a 3-4 semaines, festival des jeux, évidemment, c'est l'équivalent du cinéma, mais c'est pas les palmes d'or qu'on remet, ce sont les as d'or. Comme Cannes Lions pour la pub. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, nous, on ne va même pas dans le salon. On passe notre temps dans des salles, dans des bureaux à côté, à présenter nos créations. Le soir, à faire tourner nos futurs jeux qui arrivent auprès de journalistes, d'influenceurs, de youtubeurs, pour qu'ils découvrent avant, évidemment, les jeux, qu'ils puissent se faire une idée, leur donner des visuels, du coup, parce qu'ils vont prendre des photos, ils vont prendre tout ça, évidemment, en bonne intelligence avec les communicants des différents éditeurs, parce qu'ils ont leur travail aussi, on va pas mais on complète, on va dire, cette offre de communication par le fait que, il y a des auteurs qui, effectivement, communiquent beaucoup. Je fais partie de ceux-là, donc on est sur YouTube, on est sur, effectivement, Wikipédia, on est sur Insta, Facebook, etc., X, etc., etc. Et ça veut dire qu'il y a un métier de communication, on le verra après dans un des chapitres, dans les exemples, qui est assez lourd, mais qui fait qu'on peut aussi exister dans ce milieu. Parce que aujourd'hui, en 15 ans, je vous dis, on est passé de 50 auteurs à peut-être 500. Donc les jeux, avant, on pouvait jouer à tout, comme on pouvait tout lire en bande dessinée il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a quasiment 1000 sorties francophones par an, ce qui est colossal. Ça veut dire qu'on est à plus de 4000 sorties au niveau international. Pour exister là-dedans, il faut commencer à être... Et ce qui veut dire que les éditeurs, quand ils voient des auteurs qui participent à la communication, qui sont là en permanence sur tous les salons, entre deux projets, un avec, on va dire, un auteur inconnu qui fait pas parler de lui, et puis un auteur qui, au contraire, va faire sa promotion et la promotion de tout le monde, le choix est vite vu. Donc c'est vrai que ça fait aussi partie de l'équation, quoi. Ce qui veut dire qu'en gros, le marché du jeu, en fait, c'est complètement professionnalisé. Ouais. Il s'est starifié. On peut aussi choisir un créateur de jeu en fonction de la communauté qu'il fédère, parce que ça compte aussi si on veut valoriser, un peu comme un auteur de roman à succès ou un auteur de BD à succès. Est-ce qu'on est un petit peu... ça serait quoi plutôt l'image ? Plutôt les écrivains, le monde du roman, ou c'est plutôt le monde de la BD avec ses stars, ses illustrateurs, les blockbusters Alors je pense que culturellement, moi j'ai l'impression qu'on suit le monde de la BD avec 15 ans de retard. Tout simplement parce que je connais très bien le monde de la BD. J'y ai aussi fait quelques armes avec moins de succès, mais j'ai écrit quelques scénarios de bande dessinée. Mais ça n'empêche que... alors c'est un milieu littéraire, la bande dessinée, donc un peu plus... les gens vous regardent d'un air, mais qui es-tu pour espérer faire ci ou faire ça. Le milieu du jeu est beaucoup plus inclusif dans le sens où déjà on est tous des animaux sociaux, donc ça veut dire que se mettre autour d'une table c'est naturel, discuter entre nous, donc mais par contre oui on est proche de ça dans le sens où on le voit pareil à l'époque quand on faisait les salons c'était petit, c'était quelques milliers de personnes, on retrouvait toujours plus ou moins les mêmes.
Et donc, on avait nos habitudes. On était invité chez les gens à manger. Enfin, c'était très... on repartait avec une tranche de pâté de lapin, la confiture. Enfin, c'était un peu dans cet esprit-là, il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous avez des gens qui tremblent en venant vous faire signer la boîte. On leur explique que tout va bien, qu'on n'a jamais mangé personne. Mais c'est vrai que oui, il y a une distance qui est en train de s'établir entre les auteurs qui sont mis devant, évidemment les illustrateurs. On a insisté, nous, pour que déjà on s'est battu pour que les auteurs aient leur nom sur la boîte, parce que c'est un produit, bien sûr, c'est un produit commercial, mais c'est un produit culturel. Donc pour cela, il faut montrer que il y a une démarche culturelle derrière. On s'est battu pour que les illustrateurs soient aussi sur la boîte, ce qui n'a pas semblé évident aux éditeurs au départ. Aujourd'hui, ça devient une évidence, ça devient même un combat avec l'arrivée des IA, de l'intelligence artificielle, où les illustrateurs se demandent s'ils vont encore avoir du travail. Alors la réponse est oui, évidemment. Hein, la photo n'a pas tué la peinture, mais sauf que la peinture a dû se réinventer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'illustration va se réinventer comme le jeu va se réinventer. Aujourd'hui, un copain éditeur nous a balancé sur Facebook, il a reçu un message directement d'une intelligence artificielle. Alors je sais pas si c'est un gag ou si c'est... qui dit je fais des jeux et je vais vous soumettre des jeux, etc. Bon. On va y arriver. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. À nous d'être meilleurs. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Si on a cette capacité à nous réinventer, à être meilleurs, on n'a pas grand-chose à craindre. Eh ben, c'est parfait pour enchaîner sur la première partie. Allons-y. Allez, on va parler donc d'immersion. Oui. Et dans l'immersion, alors, je tiens tout de suite à signaler qu'il va y avoir beaucoup d'images à montrer. Ouais. Puisque tu as été extrêmement généreux, tu nous as envoyé des fichiers avec pas mal de dossiers. Et l'idée, ça va être de balayer en tout cas toutes ces images pour bien comprendre à la fois la méthode et puis notamment l'approche, parce que tout ça est évidemment assez pédagogique. Alors, on va démarrer peut-être avec un tricot, si je ne m'abuse, qui s'appelait auparavant Saint-Benoît. C'est ça. Et comment ça se passe ? Alors, Intrigo, pour vous dire, c'est mon premier jeu. C'est notre premier jeu, parce que c'est fait avec, comme c'est inscrit, non, il n'est pas dessus, mais Pascal Peulemans et Catherine Dumas, donc, qui sont deux copains que j'ai croisés via un site qui s'appelait Trick Track à l'époque, enfin, qui s'appelle toujours Trick Track, mais qui a perdu de sa superbe, on va dire. À l'époque, c'était le site incontournable. J'arrive donc sur Trick Track en découvrant un site de jeu, super, culturellement, il y avait des articles, des vidéos, des choses comme ça. Et il y avait une section qui s'appelait la Protozone, où il y avait des auteurs qui s'invectivaient entre eux, qui s'encourageaient, pour participer justement aux différents concours. Donc je joue avec ces deux copains, qui sont devenus deux très bons amis. Et moi j'ai ce côté créatif, c'est-à-dire que quand je vois quelque chose, il y a un moment, je dis mais elle est bien la table, mais on pourra enlever un pied, ce serait quand même plus joli, etc. Bon, je fais partie de ces gens-là. Je pense que vous aussi, si vous êtes là. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a toujours une manière de se dire tiens, on pourrait peut-être améliorer la chose ou la rendre différente. Bon. Et donc, un jour, j'arrive avec un prototype. Et eux-mêmes, alors c'est trop drôle parce que Pascal va dans son garage et il ramène un sac de prototypes aussi. C'est-à-dire que dans le jeu, on a l'habitude, quand on joue, on se dit, mais ce serait quand même mieux s'il y avait des cartes en plus comme ça, ou si ces pions-là n'étaient pas là, parce que bon. Donc en fait, créer un jeu, c'est déjà un jeu en soi. Et donc, on va se mettre à travailler sur... on l'a appelé Saint-Benoît, vous allez voir les images, parce qu'il y avait un cloître fait avec des cartes, et on trouvait drôle la règle de Saint-Benoît. Bon, voilà, ça peut sembler idiot comme ça, mais au départ, c'était un peu le principe. Donc, on va fabriquer un prototype. Donc, je me sers de mes quelques connaissances en architecture pour dessiner le prototype, etc. De très belles arches. Hein. Voilà. Et donc, on arrive, on crée un prototype où on a des arcades, donc un cloître, avec des moines qui vont... alors, au départ, c'était parti avec de la bière, des choses. Puis, finalement, on va mettre des influences avec les bénédictins, les franciscains, etc. Et des influences des différents pays à l'époque, l'Empire allemand, le Royaume de France, les Bourguignons, etc. Pour pouvoir récolter justement, prendre le pouvoir, en fait, dans ce cloître. Ce jeu, on l'a présenté donc effectivement une première fois à Boulogne et on a reçu toute une liste. Alors j'avais mis en slide une liste de choses améliorées. En disant votre jeu il est vraiment pas mal, mais il y a ça qui va pas. Bon, il se trouve qu'en fait on a joué plus de 300 parties pour vous dire l'exigence, si vous voulez, des éditeurs. Ah oui, 300 parties. 300 parties à 3. C'est-à-dire 300 tests qui sont effectués pour bien vérifier que le jeu fonctionne. En fait, au départ on ne savait pas. On est parti en faisant 10, 20 et puis et au final, on commence à se dire, mais ça commence à être vraiment très long, au point où nous, on avait remodifié tout ce qu'il nous avait dit de modifier. Donc finalement, on le renvoie une deuxième année en disant, bon voilà, on a fait notre boulot, ça marche pas.
Et il se trouve que la deuxième année, on va recevoir un coup de fil en disant vous avez gagné, vous êtes parmi les 4 lauréats. Et à partir de ce moment-là, les coups de fil vont parce que justement c'est un concours important, mais les coups de fil vont se succéder. Donc moi, j'étais un peu dans la bande, on va dire, le plus communicant des 3, donc c'est moi qu'on appelle. Et à l'époque, je savais pas trop. En tout cas, quand on me dit on veut éditer le jeu, je dis bah oui, super. Et sauf qu'une heure après, j'ai un autre coup de fil d'un éditeur beaucoup plus important. Je dis merde, j'aurais dû peut-être attendre avant de. Bon voilà. Après, quand on donne sa parole dans ce milieu, c'est tellement signé. Petit. Voilà, ouais. C'est signé. Et donc, on va arriver chez un petit éditeur qui s'appelait Asgard à l'époque. Qui aujourd'hui s'appelle Bombix, enfin c'est en gros la Erwan Asquette qui est derrière. Donc c'est devenu mon éditeur de référence. J'ai fait 5 ou 6 jeux chez eux, dont un jeu qu'on verra plus tard qui a fait un peu de bruit. Et en fait, et là il va falloir communiquer autour de ce jeu parce qu'on est 3 auteurs inconnus, un éditeur absolument inconnu. Qui entre nous, enfin bon, on peut le dire aujourd'hui, n'était pas en grande forme financière, donc ils prennent le jeu, c'est un peu le jeu de la dernière chance, c'est un peu. Et en fait, c'est un cloître qui va faire remonter le truc. Voilà. Et en fait, alors bon, c'est là où on apprend le métier, parce que nous, on était très contents de notre blague, la règle de Saint-Benoît. Et évidemment, l'éditeur nous dit, mais si on veut vous faire des trucs, c'était un jeu. En fait, c'était notre pitch, notre argument, pour le dire en français, c'était le retour des jeux d'enfoirés. Donc, c'était justement, on avait s'il y avait à côté, pousse-toi de là que je m'y mette, etc. Il y en avait plus en fait. Le jeu allemand, tel que je l'explique aux élèves que j'ai ici dans la salle, mais le jeu allemand qui, entre les années 2000 et enfin même 95 à 2010, fait la loi au niveau international. Les Allemands ont perdu la guerre et donc ils sont traumatisés en fait par tout ce qui est violence. Donc en fait, ils créent des jeux très intelligents, beaucoup plus intelligents que les jeux américains, mais qui eux sont... Alors les Américains n'ont aucun problème pour massacrer tout le monde, ruiner les autres. Enfin bon, tous les jeux américains ont ce côté très... Les Allemands, au contraire, chacun joue dans son coin. Il n'y a aucun... très peu d'interaction, etc. Donc nous, on arrive avec finalement un jeu qui est une forme... Les Français, en fait, ont essayé de créer des jeux beaucoup plus interactifs, plus courts que les jeux américains, parce que qui ne se souvient pas de ces parties de Risk, Monopoly, etc., qui durent 6 heures, qui se terminent jamais, où on s'engueule à la fin. Nous, on va créer finalement des jeux qui vont se jouer en une demi-heure, 45 minutes, avec des thèmes justement un peu différents et avec l'apport, on va le voir, d'illustrateurs, parce que nous on est à Angoulême et c'est une force incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une culture en France BD qui a fait qu'aujourd'hui quand on voit une illustration, je dis pas que tout le monde est capable, mais enfin tout le monde va quand même donner son avis sur tiens, c'est ça. L'impact de l'illustration, notamment sur le facing du packaging du jeu, est absolument monumental. Oui. Le graphisme, la typo, le logo. Alors on va voir quelques images, oui, si Elvis veut bien nous passer. Effectivement, ce petit éditeur, déjà, on se rend compte qu'il a un savoir-faire, on va dire graphique, c'est-à-dire qu'il ose des choses. N'importe quel autre éditeur aurait balancé des moines et des choses. Il va nous dire, effectivement, les intrigants dans en gros un palais carré, c'est Venise. Donc là, on apprend le métier, comme je disais, on dit ok, oui, effectivement, c'est beaucoup plus, ça fait plus rêver que des moines dans un cloître. Et donc le jeu devient Intrigo. Il y avait un jeu qui s'appelait Intrigue, mais qui n'était plus distribué à l'époque, qui est à nouveau édité. Donc c'est un hommage, on crée Intrigo. Et avec une consonance italienne qui n'est pas pour me déplaire. Et en fait, ce jeu va commencer à faire parler de lui. Et il va faire parler de lui de différentes façons parce que déjà le jeu a priori est bon, il s'est vendu pendant X années. Parce que effectivement on a un facing et on a des illustrations assez originales. On n'était pas encore dans une fusion manga, BD, etc. Mais on n'était déjà pas très loin, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui n'ont par exemple pas de jambes, il y a des personnages, et ça ne choque personne, il y a des armes qui sont disproportionnées comme on le voit aujourd'hui dans tous les mangas maintenant depuis 10 ans. Tout ça fait que ce jeu attire. Le fait d'avoir gagné ce concours attire aussi, parce que les gens disent a priori le jeu est bon. On commence à avoir sur les réseaux, notamment Trick Track mais d'autres, alors c'est très drôle parce on s'est fait descendre sur le matériel, sur la qualité des cartes, de ci, de ça. Est-ce qu'il faut que la carte soit tramée ? Des pions, des trucs en Voilà, tout ça, c'était est-ce qu'il faut être tramé, pas tramé. Donc nous, on était paniqués, jeunes auteurs, on dit oh là là, ça plaît pas.
Et l'éditeur rigolait en disant au contraire, ils remplissent des pages. En gros, il dit le message, c'est dommage qu'un jeu aussi bon soit aussi mal édité. Et en fait, ça nous a fait une pub mais incroyable. Et derrière, donc, on va nous-mêmes participer via les réseaux aux côtés de montrer qu'il y a des auteurs derrière. À l'époque, ça se faisait très peu. Donc, on va prendre des photos. À l'époque du cloître, on avait pris des photos de moines. Donc, on s'est habillé en moine, cardinal, bonne sœur, etc. Et ça a énormément plu. C'est-à-dire que les gens ont dit, mais ils sont super sympas, en fait, ces auteurs. Alors, évidemment, c'est le début des réseaux sociaux. Donc, les gens ne nous connaissent pas. Mais j'arrive dans des discussions, vu qu'on a encore, je vous rappelle, un petit milieu dans des petits salons, où les gens parlent de nous, et j'arrive par derrière, et j'ai l'impression que le gars, il est en train de raconter ma vie, alors qu'il ne me connaît pas et je ne le connais pas. Donc, en fait, on a des... donc, oui, là, il y a des... donc, on écrit... Alors, là, par contre, il y a 2 slides l'une sur l'autre, donc on ne pourra pas... Non, mais regarde, elle est là. Oui, voilà. Mais... donc en fait, on écrit donc des articles. Donc j'écris effectivement Acétylène, c'est moi sur les réseaux. Acétylène parce que CH, donc Charles Chevalier, pour expliquer. Oui, c'est la formule de l'acétylène. Et en fait, voilà, attention, jeu méchant. Donc on assume le fait de faire un jeu qui est méchant, qui est justement le retour du jeu d'enfoiré, et avec où on va dans les on va mettre les photos justement de nous en moine dans cet article. On va je vais interpeller mes propres co-auteurs en disant je comprends pas pourquoi on fait des jeux méchants, mais à part alors je sais plus comment j'avais tourné ça, mais enfin à part on va dire une pente naturelle. Alors oui, bon, ça c'est des photos, mais par contre elles sont pas bien cadrées. Mais c'est en gros, c'était de dire bon, c'est sans doute mes co-auteurs qui sont méchants, et donc c'est pour ça qu'on doit faire des jeux méchants. L'idée, c'est de jouer vraiment le 3e degré sur le on joue sur nous-mêmes, sur notre personnage en tant qu'auteur, et ce qui fait que les gens viennent nous voir dans les salons, commencent à dire mais tiens, ils sont intéressants ceux-là, alors que en fait ça se faisait quasiment pas à l'époque. Et ce qui veut dire que derrière, les éditeurs commencent à dire tiens, ça c'est une démarche qui est très intéressante, parce que donc voilà, ça c'est ce qu'on balance sur les réseaux sociaux, donc ça peut faire sourire, mais à l'époque ça n'existe pas. Donc les gens disent mais c'est qui ces gars-là, ils se déguisent, donc aujourd'hui c'est carrément devenu les gens qui se griment suivant leur jeu. On a des retours sur Abyss notamment sur des gens qui sont habillés, c'est quelque chose de fou. Donc voilà, c'est ce que je dis, le pur jeu d'enfoiré. J'ai longtemps cherché la cause de cette déviance, mais à part la prédisposition naturelle de mes 2 partenaires, je ne saurais pas l'expliquer. Et on met des photos où on est arrêté par la police, etc. Évidemment tout est faux, je vous rassure, mais ça veut dire que on est sur une communication où on va au contraire devenir des personnages publics, alors à notre petit niveau évidemment, mais ce qui veut dire que ça reste encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là j'avais fait une pause pendant 3-4 ans, j'arrive dans un salon de jeu, les gens vont vous dire c'est l'auteur de ça, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils m'ont mis dans une case en tant qu'auteur, et ils savent à quoi je ressemble, et ils savent qu'ils peuvent venir me voir, Donc là, j'ai mis des photos. Effectivement, on a des réunions. Ça, c'est Tourvie. C'est quasiment la plus grosse réunion, on va dire, officiellement pas professionnelle. Mais on a 200 auteurs-éditeurs qui se réunissent une semaine par an en Bourgogne, loin de tout. Et en Bourgogne, près de Dijon ? Oui, c'est ça, et Tourvie. Et en fait, donc chacun amène ses prototypes. Officiellement, c'est pas professionnel, donc on joue un prototype. Les éditeurs ne disent rien, et puis derrière, ils viennent vous voir 10 minutes après en disant celui-là il est pour moi, celui-là, etc. Bon. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est un savant mélange. C'est Bruno Faiduti, donc l'auteur de Citadelle, qui organise ça. C'est un savant mélange de professionnels, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du jeu. C'est de la détection, en gros. Oui, c'est du réseautage, pour le dire tout à fait clairement. Et donc, on a ce principe de réseau qui est super important. C'est-à-dire qu'en fait, même si j'ai aucun prototype à donner, tous les éditeurs avant Cannes, avant Paris et Ludique, avant Essen, vont m'envoyer un mail en disant Charles, on se voit cette année t'as quelque chose pour nous? Voilà ce qu'on cherche. Et donc, je sais si je vais les voir parce que j'ai un prototype qui pourrait rentrer chez eux ou pas. Après, il y a des éditeurs avec qui on ne s'entend pas. Ça, parce que les gars vous demandent des prototypes à chaque fois, et puis il n'y a aucune suite. On est sur la shortlist de la shortlist, puis 5 ans après, on attend toujours d'avoir ne serait-ce qu'un retour en disant on le prend ou on le prend pas. Et au contraire, il y a des éditeurs avec qui on s'entend très bien. Souvent, on correspond à 2, 3, 4 éditeurs. Et ceux-là, je sais que je vais sur du sûr. Quand je vais les voir, je dis pas qu'ils me prennent un prototype à chaque fois, mais en éditant en moyenne 3-4 jeux par an, ça veut dire que oui, les éditeurs ont aussi besoin
d'éditer des jeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement en train de quémander. Il faut savoir que quand on arrive avec quelque chose, que ce soit une bande dessinée, un film, etc., eux, ils ont aussi besoin d'éditer, de produire. Donc ça veut dire que ça va dans les deux sens. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu très très pro. C'est des rendez-vous, finalement, c'est comme des dates. Toutes les demi-heures, on change d'éditeur et eux, ils changent d'auteur. Et puis, on va présenter les choses. Et derrière, on a des retours 2-3 semaines après en disant ça nous intéresse, envoie-nous le prototype. Ou au contraire, on veut bien prendre celui-là, mais on va changer le thème, on va faire ci, on va faire ça. À l'époque, j'acceptais parce que je n'avais pas l'expérience. On va voir sur d'autres jeux. Aujourd'hui, je considère que si moi j'arrive avec mon expérience, avec un thème, je sais que j'ai cherché et que selon moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Maintenant, s'ils arrivent en me prouvant le contraire, pas de souci. Mais en tout cas, on est sur Donc ça veut dire qu'on fait effectivement des salons tout le temps. J'ai fait par exemple une diagonale Normandie Doubs ce week-end. Alors pendant que vous reposez, vous regardez Netflix, moi je travaille. Les soirs, on va faire des conférences, on va dans des ludothèques. C'est-à-dire qu'être auteur, c'est en permanence être sur la brèche, proposer quelque chose. Okay. Donc il faut physiquement, c'est assez éprouvant. Faut le savoir, c'est pas de tourpeau. Moi, je connais beaucoup de gens qui avaient les qualités pour être auteur, pour être des dessinateurs de BD, etc. Mais c'est terrible à dire, mais qui n'avaient pas le physique. C'est-à-dire que quand on commence à réseauter avec l'éditeur à 11h, on commence à Angoulême à boire un coup, etc. Le type, il allait se coucher. Je suis désolé, mais en fait, c'est ça. Il faut être tout le temps là, tout le temps présent. Ok. Donc, on est vraiment sur, d'abord, professionnalisation, réseautage. Ouais. Il y a du off, il y a du in. Oui. Il faut être bon dans les deux. Oui. Bien souvent, les décisions s'effectuent par le fait d'avoir préparé un petit peu le terrain, amorcé un petit peu les targets en termes d'éditeurs pour savoir qui est le plus adéquat pour évidemment éditer le jeu, parce que il y a aussi une course un peu à l'innovation, j'imagine. Il y a de la détection, et puis il y a aussi des éditeurs de jeux qui cherchent tel ou tel style de jeu parce qu'il leur manque à leur catalogue. Oui, c'est-à-dire que là on voit, c'était ce week-end justement, on va faire donc ça c'est un jeu qu'on verra à la fin, Loot, qui est notre nouveau jeu qui sort, avec mon co-auteur Laurent Escoffier. On voit Martin Wittberg qui est journaliste au Monde dans l'équipe, c'est lui qui fait les dessins en patates, et qui est un spécialiste des jeux, avec Penelope Gaming qui est non seulement influenceuse, mais en plus, jurée à l'As d'Or. Donc forcément, quand on vous invite à venir dans un lieu comme ça, vous y allez. Ça se discute même pas. Donc j'ai fait justement Normandie Doubs j'ai passé mon dimanche dans un TGV pour y aller. Et quand on y va, vu qu'on on n'est pas à Paris là, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'Est républicain qui vient faire un reportage. Il y a des auteurs qui viennent au fin fond du Doubs pour tourner des vidéos. Donc en fait, on a été là-bas, on va avoir un nombre de papiers incalculable. C'est-à-dire qu'on a 3-4 vidéos, mais via des concours, via du streaming, via du Twitch, etc., on va avoir des papiers dans l'Est républicain, on va avoir du Facebook qui est nourri pendant quelques jours. Bon. Donc en fait, c'est ça. On alimente en permanence, on va dire, une machine à communiquer qui fait que les joueurs voient passer tel jeu, tel auteur, tel truc. Et puis à un moment, ils se disent ça a l'air vraiment bien, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup parce qu'on n'arrête pas de faire le travail pour. Voilà. Alors en fait, il y a donc effectivement un gros travail de RP. Pour évidemment là aussi préparer la notoriété du jeu et avoir un contexte favorable au fait que effectivement l'éditeur soit en de bonnes dispositions, qu'il y ait évidemment un fitting entre ce que vous proposez et puis la manière dont l'éditeur va recevoir effectivement le projet. En fait, oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on choisit aussi ces éditeurs en fonction de la manière dont ils sont capables de pousser un projet. Il est évident que là, on va pas se mentir, le fait d'avoir gagné ce concours, etc., à l'époque, on a eu, là c'est la version américaine chez Edge, donc c'est un jeu qui après s'est vendu un peu partout dans le monde. Mais parce que les distributeurs ont dit, tiens, ce jeu se vend en France, donc on va le vendre ailleurs. Mais ça veut dire qu'en fait, on a, si on voit qu'il y a des éditeurs qui font le forcing aussi pour nous pousser, évidemment, on est plus enclin à aller chez eux que d'aller chez le petit éditeur qui dit, il va balancer sa boîte en disant, j'en balance 2000 exemplaires en France et on va voir ce qui se passe. Aujourd'hui,
On va le voir sur les derniers jeux. Quand on arrive, là, on a Loot, c'est chez Gamic, chez Hachette. Ils en ont déjà vendu à 25 ou 30 000 avant même que le jeu sorte. Le jeu sort dans 2 mois. Il est déjà localisé dans X pays. Bon, nous, tous les jours, on a les chiffres qui tombent. On se dit, on a choisi le bon. Voilà, c'est évident. Alors, on va aborder maintenant la partie conception. Oui. Et on va parler de Kanagawa. Oui. Kanagawa. Je prononce bien. Oui. Alors, dans la partie conception, on aborde l'idée. Et évidemment, on va essayer de faire le lien entre ce qu'on s'est dit dans l'immersion, notamment sur cette préparation, sur cette immersion un petit peu dans le monde professionnel du jeu. Et là, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée, Kanagawa? Pourquoi tu veux illustrer en fait la conception par Kanagawa? Alors en fait, moi, dans le sens, ce que j'aimerais ici montrer, c'est que j'avais un jeu qui fonctionnait très bien, qui était un jeu, au départ sur le Far West, j'avais mis un thème Far West. Je suis connu dans le milieu pour être sur les thèmes, être plutôt une brêle, et donc ce qui fait que c'est devenu presque un plus parce que les éditeurs disent tiens, lui on peut de temps en temps, et en fait au bout de 15 ans, oui, on arrive quand même à trouver la bonne chose. Mais c'est vrai que là j'arrive avec un jeu de Far West, mais qui est un jeu ultra contemplatif. Et donc en fait le jeu ne fonctionne pas. C'est-à-dire il fonctionne très bien mécaniquement. Tout le monde me dit waouh, c'est une tuerie ton jeu, mais je n'arrive pas à le vendre parce que en fait le pitch, je l'explique aux étudiants, c'est super important. Il faut réussir à faire régner 3 choses, et notamment à qui on s'adresse, donc par le thème et l'expérience que l'on va vivre. Et quand on arrive en disant je vais vous faire vivre une expérience contemplative avec le Far West, des pistolets, des outlaws et compagnie, ça fonctionne pas. Et en fait, c'est un jeu, alors c'est terrible, pendant plus d'1 an et demi, je vais buter sur le thème, mais au point où j'étais complètement, je me dis, c'est pas possible que j'arrive pas à placer un jeu comme ça, alors que tout le monde me dit qu'il est super. Et en fait, je vais avoir l'aide d'un copain, d'un auteur très connu, Bruno Catala, qui va en fait me coacher là-dessus. On avait fait Abyss ensemble, on va en parler après. Et en fait, il me dit, mais ton jeu, il est super, etc., mais ton thème, il est nul. Et je lui dis, oui, mais j'arrive pas à trouver. Donc il commence à me dire, mais pars en Asie, etc. Donc je dis, ok, super. Alors je vais essayer de partir du Far West et j'arrive en Indonésie. Alors je trouvais ça très joli, j'avais fait des planches, etc. Et en fait, alors l'Indonésie a un petit côté un peu religion, machin, etc. Ça fonctionnait pas non plus. Et j'y arrive pas. Et donc à un moment, je lui dis écoute, aide-moi, voilà, et on va essayer de trouver ensemble parce que j'avais besoin d'un sparring partner finalement pour faire un ping-pong. Et donc on va arriver à la bonne idée. En fait, c'est un jeu où vous voyez là, c'était l'Indonésie. On a des cartes que l'on vient placer avec une tuile de départ qui vont créer un panorama. Et c'est là où c'est contemplatif. Et en fait, Bruno va amener le jeu au fur et à mesure sur le Japon, mais pas sur le Japon pour dire on va mettre un paysage japonais. La grande idée, c'est, alors ça c'était les prototypes, des prototypes, c'est on peut les faire sur Excel, on peut les faire mécaniquement, si vous voulez, on sait qu'on a équilibré un jeu, mais c'est pas pour ça que le jeu fonctionne. Pourquoi Kanagawa? Le nom Kanagawa, c'est la grande vague de Kanagawa, donc c'est Hokusai. On voulait pas l'appeler Hokusai pour pas que ça fasse, parce que sinon on s'attend à voir des estampes d'Hokusai, ce qui n'était pas le cas. Mais par contre, la grande vague, c'est ça, celle-là, tout le monde la connaît. Mais le nom claquait bien, ça fonctionnait bien. Et en fait, l'idée, c'est que tout simplement, on va être des élèves du grand maître, donc Hokusai, mais on n'est pas obligé de le citer, et on va créer un panorama en 12 mois, donc le côté lent, contemplatif. Et on va donc collectionner 12 cartes, pour être tout à fait clair. Mais sauf que ces cartes, on va avoir besoin pour les peindre de peintures de telle couleur, de ci, de ça, avec quelques pouvoirs. Et on va trouver en Yellow, qui est l'éditeur, dès qu'on est arrivé sur ce thème, vendu immédiatement. Donc on se dit, comme quoi vous voyez le changement mais parce que c'était pas qu'un thème, c'était aussi une présentation où on dit finalement les gens à la fin, tout le monde va faire son estampe. Il y avait adéquation entre le code, parce que le western, c'est évidemment tout ce que tu précisais là, mais la vitesse, la thématique et puis la transposition artistique. Il y a une adéquation totale en termes de concept sur ces sujets-là. C'est ça. Et donc, alors là, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que je pense que ça peut vous intéresser. L'éditeur, pour une fois, a joué le jeu, ce qui est assez rare, nous dit, voilà, on a sélectionné plusieurs illustrateurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, on voit le côté japonisant de certains, tout à fait, alors manga, japonisant, etc., miyazakien, presque. Et en fait, on voit un dessin ici qui n'a rien à voir avec le Japon.
Et c'est celui-là qu'on va retenir. Pourquoi Elke, c'est Jade Mosch, c'est une illustratrice suisse, très sympathique au demeurant, qui en fait arrive avec sa baleine aérienne, et on se dit mais waouh, ça c'est un truc, c'est vaporeux, c'est exactement ce qu'il faut. Parce que là on est dans quelque chose de beaucoup trop construit, nous on va arriver avec 12 cartes qui n'ont peut-être rien à voir entre elles. Donc il va falloir au contraire faire quelque chose qui unifie, et donc on va lui demander de dessiner un personnage, parce que là sa fumée, son machin c'est super, mais fais-nous un personnage japonais entre guillemets. Et elle va nous livrer ça. Avec des petits papillons, des choses, etc. Et on a su que c'était elle, tout simplement parce qu'on avait des saisons à faire. Donc ça va plus être des papillons, ça va être des feuilles qui tombent en automne, ça va être la neige en hiver, etc., etc. Et donc voilà, on va même avoir le choix, ce qui est rare. Hein. Là, c'est vraiment, on était bien traités. On va avoir le choix de l'illustratrice, évidemment fait en bonne intelligence avec l'éditeur, qui nous a dit. Et là, vous allez voir comment on passe justement à partir du moment où on bascule dans cette estampe japonaise, parce que l'idée, c'est qu'on est tous des apprentis du grand maître. Et voilà, l'idée de base, on avait une carte alors c'est une idée qui vient de l'architecture, qui vient de Louis Kahn. Et Louis Kahn, en architecture, a inventé les espaces servants, les espaces servis. C'est-à-dire les espaces servants, c'était tout ce qui était cuisine, salle de bain, enfin la tripaille, les escaliers, les trucs. Et l'espace servi, c'était les pièces vides qui servaient soit de salon, de chambre. Et je vais me resservir de cette idée-là. On fait des cartes bigou, on va dire. Il y a celle avec d'un côté. Donc quand on prend une carte, on va avoir soit l'action possible, donc la couleur de peinture, l'action, etc. Ou alors une partie d'estampe, parce qu'on peut la peindre, parce qu'on a déjà les bonnes couleurs, on a déjà les bons... Et ça va faire que cette carte, on va la poser soit dans un sens, soit dans l'autre, en dessous, dans son atelier. Et le jeu, il est d'une simplicité, je viens de vous l'expliquer en 30 secondes. Et à la fin, tout le monde finit avec son estampe. Et donc, le jeu, c'est un véritable engouement, parce que on est en pleine vague aussi, il faut le dire, japonaise. L'éditeur, vous voyez là, des estampes comme ça. Et l'éditeur, en plus, s'est amusé à faire un tapis central de distribution qui est un tapis à sushi. On a le maître, on a travaillé effectivement une figurine d'après les sculptures en bois. La peinture, les pinceaux, c'est des pots de peinture façon japonaise. Enfin, tout est fait pour vraiment donner un côté, on se dit, waouh, voilà. Ça, le jeu, on est passé, si vous voulez, d'un jeu mécanique sans âme à quelque chose qui va faire que on l'a présenté à Essen, ce jeu, vous voyez un peu ce que l'on peut faire en fait avec différentes cartes, et en dessous il y a l'atelier qui va nous permettre d'avoir les bonnes cartes, d'avoir ici on prend le maître qui vient habiter chez nous le temps de, etc., etc. Alors c'est là où on se dit que un très bon jeu, c'est aussi l'imaginaire qui doit rentrer dans ce cadre-là. C'est-à-dire, tu parlais effectivement de la mécanique, de la perception artistique, mais là, on voit bien qu'on ramène aussi un peu de poésie, on ramène aussi une part d'imaginaire qui est liée justement à cette notion de contemplation. Ouais. Et alors, ce qui est formidable, c'est que l'éditeur vous a laissé vraiment travailler avec l'illustratrice. Vous avez choisi effectivement des illustrations. Vous avez vraiment pu avoir votre mot à dire sur le sujet. Oui, parce que du coup, avec Bruno, on avait énormément travaillé tout ce qui était le côté japonais, on va dire, et on a même dessiné, vous voyez, la figurine du maître, parce qu'on avait trouvé une sculpture qu'on avait trouvée super. On a dit, on va la prendre nous comme pour le maître, pour faire ça. Et c'est vrai que, oui, en fait, le joueur aujourd'hui, à partir du moment où on va lui promettre une expérience de jeu, il faut que la promesse elle soit tenue. Donc ça veut dire que si on dit on va faire une estampe, et puis à la fin, le gars, il n'a pas d'estampe. Donc là, à partir du moment où à la fin, les gens prenaient des photos de leur estampe, quoi, en disant c'est moi qui ai peint ça. Et là, on sait qu'on a gagné. Voilà, on a. Et donc réseaux sociaux, bouche à oreille. Réseaux sociaux. Là, en plus, on a une sortie. Alors, c'était assez drôle parce qu'il y avait un autre jeu d'un auteur important, qui sortait chez Yellow cette année-là. Et donc, ils avaient fait tout le stand aux couleurs de l'autre jeu. Et nous, on arrive et il y a une scène d'anthologie, une dédicace où on bloque tout le salon autour du stand. Donc, ce qui fait que le premier jour, ils n'ont même pas pu vendre une boîte parce que tout était bloqué, il y avait du monde partout. Ce sont des séances c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on arrive presque au niveau du fan club, justement, des gens qui vous saisissent pour prendre une photo avec vous, mais ils ne vous ont pas dit avant, ça ne vous dérange pas que je fasse un selfie. Donc, on se retrouve tiré par le cou à gauche, à droite, avec des queues de 3 heures pour avoir une dédicace.
Donc on dit à l'éditeur, ça va pas le faire, c'est pas possible. L'illustratrice, très sympa, mais c'est un de ses premiers jeux, vu elle était plus sur la BD avant, qui comprend pas, qui fait des super jolis dessins. On lui dit non, mais tu fais un cerf avec 4 traits et puis terminé, et puis tu signes en dessous, quoi. Et elle savait le faire en plus, donc elle avait même un niveau de. Et tout ça pour, ce qui fait que le jour d'après, on nous met carrément dans le couloir pour signer les dédicaces en disant barrez-vous du stand parce que on veut plus vous voir. Et le jeu a eu un gros succès parce que, on avait effectivement une promesse qui était, quand on passe de là à là, vous voyez, en fait, ça, c'est quelque chose de mécanique avec un thème plaqué. Ici, on a un thème qui est intégré, parfaitement intégré au jeu. Alors ça, c'est génial de voir effectivement ces comparaisons. Puisqu'on est évidemment dans cette partition artistique, on va, si tu le veux bien, parler des profondeurs avec la partie formulation. Ouais. Alors, on va parler effectivement d'un jeu qui me tient à cœur parce que c'est au travers de ce jeu que je t'ai découvert en compagnie de Julie, auquel j'adresse un clin d'œil. Il s'agit du jeu Abyss. Alors, Abyss, c'est évidemment un des best-sellers c'est un succès mondial, on peut le dire. Il a beaucoup marché. Alors, c'est pas un hit dans le sens où il y a des jeux qui se vendent en millions. Là, c'est un jeu qui se vend, c'est un long seller, il se vend en centaines de milliers, ce qui est déjà très bien. Plutôt pas mal. Après, c'est un jeu qui 10 ans après continue de se vendre. Et on continue. On va sortir un booster cette année, on va sortir un roman cette année. Alors, je vous rassure, c'est pas nous qui l'écrivons. Mais donc le monde d'Abyss vit, il y a un fan club autour. Et alors je vous ai ramené un brief d'éditeur. Alors là, c'est dur à lire, mais il va être projeté en direct. Mais en tout cas, montrer ce que c'est. Alors là, c'est pareil. On arrive avec un jeu qui s'appelle Ocean Lord. Donc c'est le premier jeu que j'ai fait avec Bruno Catala, donc justement qui est le grand auteur aujourd'hui au niveau international français. Il y en a 3 ou 4 dans le monde et le français c'est lui. Et c'est quelqu'un qui m'a découvert au travers de mes premiers jeux justement sur Intrigo. Les réseaux sociaux, il m'envoie un truc et puis moi je savais pas, j'avoue avec honte que je ne savais pas qui c'était ou en tout cas voilà. Et il me dit ouais c'est bien ton jeu, il est super, etc. Et il voit sortir les 2 jeux suivants qui étaient Le Secret de Monte Cristo et Jurassic, jeu expert et pour enfants. Et chaque fois avec une mécanique originale dedans. Donc il se dit ok dans les 3 c'est lui le mécano. Bon. Et il me dit un jour on travaillera peut-être ensemble. Bon, moi je vais voir sur BGG, donc Board Game Geek, site américain, sur Trick Track, site français. Et là je découvre, je dis ah oui c'est lui. Bon ok. Donc après je vais le saouler à chaque salon en disant j'ai un proto, on va travailler ensemble, etc. Et donc je lui propose je sais plus combien de protos. Et chaque fois il regardait ça d'un air en disant bof. Pas mal. Voilà pas mal mais peut mieux faire. Et jusqu'au jour où j'arrive avec un jeu qui s'appelait Vortex, qui n'a rien à voir avec Abyss, mais où il y avait 3 niveaux, on va dire, une fusée à 3 étages. Et il dit, ça c'est intéressant, là-dessus on peut faire un jeu. Bon. Et on va donc créer un jeu. Alors on a été passé par un peu tous les thèmes, mais au départ c'est l'Atlantide. Et puis finalement on se rend compte que l'Atlantide, enfin dans les récits grecs, dans les mythes grecs et égyptiens d'ailleurs, parce qu'ils auraient affronté l'armée égyptienne, l'Atlantide c'est le Doggerland danois qui s'effondre, hein, et ces peuples de la mer donc vont traverser l'Europe à un moment dans l'Antiquité pour affronter les puissances du sud méditerranéennes et a priori ils vont prendre une fessée parce qu'on n'en entend plus jamais parler. Et donc il y avait un côté très politique, très guerrier, et nous notre jeu il est plus coulant, il est politique, c'est Dune sous l'eau quoi, c'est voilà bon. Et coulant pour Abyss. Je prends. Oui, non mais en fait l'idée c'est qu'on se rend compte qu'on a fait un jeu qui est ce qui est bon pour nous est bon pour les autres, ce qui n'est pas bon pour nous quand on a un mauvais tirage de cartes, et c'est mauvais pour les autres aussi. Donc en fait tout est vraiment c'est aquatique, il y a à côté. Et donc ce thème pour nous il est chevillé au truc. Il se trouve qu'il y a 2 éditeurs qui veulent le jeu. Donc là c'est bingo, je vous rassure, quand on est dans ce cas-là. Vous laissez faire et les éditeurs commencent à monter les enchères, vous promettent des prix. On a deux éditeurs. Il y en a un qui est un gros éditeur et il y a un petit éditeur donc qui est Bombix, qui est mon éditeur de référence et qui me dit mais je vais vous soigner, vraiment on va mettre le paquet, etc. Au point où il nous offre un tel contrat que c'est lui qu'on va choisir. Et à partir de là. Ce contrat vous permettait d'avoir un peu la main sur les sujets. Alors, il vous engageait aussi sur. Alors oui, non. C'est-à-dire que c'était un contrat financièrement qui était intéressant. C'était un contrat à étage. Autant dire que sur les 8000 premiers exemplaires, on avait un pourcentage, et puis etc. Et ça montait à un niveau qu'on n'avait jamais eu auparavant.
Et en fait, le jeu a un tel succès qu'au bout d'une semaine, on était déjà au troisième palier. Donc, et en fait, c'est là où ils vont mettre en œuvre, on va le voir, vraiment leur manière de faire, parce qu'aujourd'hui, Bombix, que ce soit sur Pixie, sur Sea Salt and Pepper, ils ont une patte, et la patte, c'est pas Erwan Asquith, l'éditeur, c'est son frère Loïc, qui n'a fait aucune école d'art, mais qui a un don pour essayer de faire des choses originales, graphiques, donc des origamis, des choses. Et là, l'idée, c'est que ils vont essayer quand même, parce que c'est quand même comme tous les éditeurs, de changer de thème. Alors, on est passé par l'île de Dr Moreau, fabriquer des monstres, on faisait des trucs. Puis nous, on laisse faire, parce qu'on était sûr de notre truc. Et il revient au bout d'un mois ou deux en disant non, votre thème, il est clairement mieux. Et nous, notre thème, finalement, va se transformer parce qu'on se dit, ok, c'est pas l'Atlantide, donc c'est sous l'eau. Et puis on se dit, mais est-ce que c'est même sur Terre ? Parce que est-ce qu'il y a une surface ? Même pas obligé. Et donc Abyss devient une espèce de royaume, on va dire mythique, qui existe quelque part, mais on ne sait pas où. Et à partir de ce moment-là, on prend un dessinateur qui s'appelle Colliandre, Xavier Colette, de son vrai nom, qui est un Belge mais qui vit à Rennes. Et je l'avais déjà eu, moi, sur Sultania. Donc on savait que c'était un très bon. Mais là, il se trouve qu'il va dessiner, donc vous avez vu certains refs, et il va commencer, donc il dessine en noir et blanc, alors pour les illustrateurs, et derrière il va venir rajouter des textures, des bulles de vent, du flou, des choses. C'est extraordinaire. Voilà. Et là, en fait, on voit arriver les images. Et alors c'est terrible parce que le buzz s'est fait quasiment tout seul, dans le sens où ces images, l'éditeur, il va en balancer une par semaine sur les réseaux. Mais c'est excellent. Et là, on sent un buzz monter, mais c'était de la folie. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais vécu ça, forcément. C'était en fait on prenait nos têtes sur des Wikipédia, etc., et on les mettait sur David et Cathy Guetta en disant voilà les nouvelles stars du jeu, les trucs, et on se sent mais aspiré par une espèce de truc, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi, au point où commence à y avoir un bad buzz en disant mais ce jeu c'est que du marketing finalement, c'est sûr, parce que vous faites de la com, mais est-ce qu'il y a un jeu derrière ? Donc vous voyez justement les étapes de comment on passe. Bon, après il y a une troisième étape que j'ai pas mise, qui est celle où on va mettre quand même les valeurs, comment on va prendre cette carte, quel nombre de points, etc. Mais en gros, on voit d'arriver des dessins très très artistiques, et il a un savoir-faire en plaquage de textures. Enfin, moi je saurais pas l'expliquer parce que je suis pas. J'aime me servir de Photoshop, ouais. Mais voilà. Et donc c'est-à-dire qu'il arrive avec des images, et on commence à projeter ces images. Et là, le monde, il devient concret, cohérent. Et les gens commencent à dire, il n'y avait jamais eu de jeu sur les profondeurs. Voilà. Et on commence à voir les différentes familles de seigneurs. Donc vous voyez le brief, ça je vous fais pas. C'était quoi le brief ici ? Non, mais le brief, c'est comme jeu vidéo. Attendez, dans une école de jeux vidéo. Il y a des étudiants de jeux vidéo. Voilà, mais c'est Assassin's Creed en fait. Donc l'idée, c'est on donne des briefs avec des choses que l'on voudrait, en disant là, par exemple, vous allez voir le Sénat océanique. On se dit on a le Sénat de Star Wars. Ça marcherait très bien sous l'eau, et vous allez voir qu'il y a des choses que l'on retrouve. C'est pas de la copie, c'est juste que à partir ce sont des références. Ce sont des références que l'on donne au dessinateur, qui va lui les réinterpréter. Et donc avec l'hydrozoa, c'est l'image. Il va ajouter ici des textures blanches, des choses que l'on n'avait pas dans d'autres familles, tout simplement parce que les mages donnent ce côté violet. Il joue sur les alliés. Donc c'est des gens qui vont un peu, des seigneurs qui vont finalement mettre plein la vue au petit peuple, et donc il faut qu'ils aient une présence incroyable. Il va travailler donc les textures, les lumières, tout ce qui est effectivement décor, costume, ambiance. C'est ça. C'est-à-dire et personnalité de ces guildes, parce qu'il y a plusieurs guildes. C'est ça. Il y a des guildes de seigneurs, il y a des alliés, il y a des lieux. Et donc on va travailler tout ça, on va lui donner les briefs, et au fur et à mesure il arrive. Alors vous voyez, il y a les éleveurs de sargasses, finalement ils ont une crête qui ressemble aux sargasses en dessous. Donc on voit les familles. Alors là c'est un autre dessinateur ici. C'est pour Conspiracy, parce que évidemment il y a eu un premier jeu, mais il y a d'autres jeux maintenant dans cet univers, parce que cet univers fonctionne au point où on a été repompé de façon. Il y a 10 ou 20 jeux maintenant sur les profondeurs marines. Bon, il se trouve qu'il y en a un qui a pris la place et qui a priori c'est nous. Mais et donc on voit que suivant. Alors là on est sur un jeu, on va dire expert.
Abyss. C'est-à-dire c'est un jeu passerelle vers les jeux experts parce que c'est un jeu qui finalement est assez facile d'accès, mais où on peut jouer un peu plus haut. Conspiracy, on est plus un familial plus, donc on descend d'un cran. Et donc on a pris effectivement un illustrateur qui est lui, on va dire un poil plus familial. Mais donc vous voyez en fait on a on voit arriver justement toutes ces images qui font qu'aujourd'hui ce monde il est tellement cohérent qu'il va y avoir un jeu de rôle là-dessus. Il va y avoir donc un roman, je vous l'ai dit. Alors ça, on s'est amusé, ça c'est moi qui l'ai fait. C'est un moment, la reine d'Angleterre, la défunte reine d'Angleterre, est arrivée avec, vous savez, ses tenues pastel. Elle était toute en vert. Et le vert, c'est la couleur, vous savez, de fond. Et j'ai dit, oh, comment c'est pratique. Et j'ai balancé ça sur Internet. On a fait des milliers de vues parce que j'avais mis les couvertures de Conspiracy sur ces trucs, avec les yeux, évidemment, qui suivaient la couleur. Bon. Et bon, ça, c'est, encore une fois, comment on fait, comment on crée une connivence avec des gens qui vous suivent finalement et qui vont apprécier le clin d'œil, etc., qui vont vous en reparler la prochaine fois qu'ils vous croisent sur un salon. Donc ça veut dire que c'est assez compliqué quand on est sur un salon. Des fois, on est entre deux rendez-vous, on n'a pas de temps. Et les gens vous arrêtent en disant est-ce qu'on peut prendre une photo, est-ce qu'on peut faire ci il faut le faire parce que sinon on est immédiatement il y a un bad buzz en disant oh je l'ai rencontré, c'est un connard. Bon voilà. Donc ça veut dire que si on est pressé, il faut trouver des chemins où on rencontre personne et sinon on accepte effectivement de finalement ce sont nos lecteurs, nos joueurs, ce sont vos prescripteurs. Voilà, exactement. Voilà. Et donc ils vont s'emparer du jeu et alors c'est terrible, des fois ils comprennent pas, des fois ils donc vous voyez il y a on a des sculpteurs maintenant qui ont fait des sculptures sur, vous voyez, donc j'en ai une chez moi, de celle-là, peinte, magnifique, haute comme ça, là, c'est le maître des armées, celui-ci. Ça, vous reconnaissez la reine. Alors c'est la reine, non, mais ça c'est comment dire, c'est le tapis de jeu quand on joue avec toutes les extensions, etc., etc. Donc c'est-à-dire que c'est de un jeu, on est passé à, j'ai envie de dire 20-25 produits entre les extensions, les spin-offs, on vend même des protège-cartes Abyss. Enfin, ça devient un truc assez fou. Et là, on est en train de découvrir. Moi, je découvre le roman chapitre par chapitre qui est écrit avec des mots que je ne connais pas. Donc, on dit vous êtes sûr que le public va s'y retrouver, etc. Enfin bon, c'est assez drôle de voir que notre univers, finalement, que l'on a créé, se met à vivre sans nous. Vous avez un droit de regard sur ce qui est écrit. Oui. Vous pouvez effectivement annoter des commentaires et puis revoir un petit peu la partition. Alors oui, sachant qu'on a un éditeur qui le dit de manière assez drôle, mais en disant on n'est pas en démocratie. C'est lui qui a les droits, c'est lui qui possède les droits, il nous les a achetés, donc il nous verse effectivement des droits d'auteur. Mais ça veut dire qu'à un moment, si on n'est pas d'accord, il a le final cut. Voilà, c'est lui qui décide. Mais si là, par exemple, il y a un mot dans les romans qui nous déplaît fortement parce que il y a, on va dire, des scènes de torture sous-marine avec des rois déchus. Le booster qui va sortir va être justement sur vu que c'est fait 10 ans, on a 10 rois qui ont été, on va dire, éjectés du pouvoir et qui reviennent sous une forme. Et c'est vrai qu'il y a des choses où on se dit, est-ce que notre public de joueurs va aimer ça? C'est pas sûr. Donc voilà, nous on fait remonter l'information en disant, et après ils décideront. Mais ouais. Est-ce que quand vous mettez en place un jeu comme celui-ci, il n'y a pas de personnage principal? Non. Et donc le roman, lui, va introduire des personnages principaux, j'imagine, pour qu'on puisse un petit peu comprendre un petit peu une intrigue, une histoire, etc. Est-ce que là aussi, vous avez été consulté sur la création de ces personnages ou... Non, en fait, pour ne rien vous cacher, moi j'avais écrit même un scénario sur Abyss qui n'a pas été retenu par l'éditeur, je ne dois pas écrire assez bien. Et c'est un peu vexant, mais c'est comme ça fait partie. Quand on propose, vous savez, sur le nombre de jeux, sur les 40 jeux, il y en a peut-être eu des gros succès, il y en a 5 ou 6, ce qui est déjà énorme. Mais ça n'empêche qu'il y a plein de fours où on voit le jeu sortir et puis hop, et on passe à autre chose et on se dit ok, on a raté quelque chose, on s'est peut-être trompé d'éditeur, il a peut-être pas mis le paquet pour la présentation, le thème était peut-être pas bon, le jeu était peut-être déjà vu, on se pose plein de questions. Quand il y a un succès, je vous rassure, on se pose exactement les mêmes questions. Pourquoi celui-ci a marché? Parce qu'on met exactement les mêmes ingrédients que les autres. Bon voilà, là il y a une raison, en tout cas qui a fait un buzz, déjà les images. Et puis après, on va voir les 5 couvertures. On parle d'un heureux accident. Souvent, les dessinateurs électroniques, enfin Photoshop et autres, parlent d'heureux accidents. L'heureux accident, c'est, vous savez, quand vous saturez, par exemple, une image, apparaît une couleur que vous attendiez pas du tout.
un jaune d'or ou qui va super bien avec le fond bleu turquoise, c'est le complémentaire. On se dit waouh, j'aurais jamais pensé à faire ça. Voilà, l'idée c'est qu'en fait, je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire. L'éditeur commande 5 dessins à Xavier Colette pour faire des paravents. Il nous reçoit avec Bruno chez lui. Et il nous dit, vous allez voir les images des paravents, c'est une tuerie, ça m'a coûté une fortune, mais vous allez voir. Je regarde Bruno, je dis, t'as changé les règles ? Non. Il me regarde, et toi ? Bah non. Donc on voit l'éditeur, on lui dit, mais il n'y a pas de paravent dans le jeu, tout est visible. Alors là, super emmerdé, il dit, merde, ça m'a coûté une blinde. Il dit, bon, allez, on va garder le plus beau pour faire la couverture. Et là, on a ces 5 dessins sur l'imprimante couleur. C'est lequel le plus beau ? Voilà. Et là, germe dans l'esprit, voilà, on se dit, mais et si on osait, et si, voilà. Et là, alors c'est une idée marketing qui a été reprise maintenant par Faraway, par plein de monde. On a été les premiers à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on balance 5 boîtes, c'est le même jeu à l'intérieur, mais il y a 5 boîtes différentes. Et avec, bon, bah, évidemment, les 5 guildes. Et il se trouve que, du coup, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Alors, c'est vraiment l'heureux accident qui va se mettre en place tout seul. C'est-à-dire que, pareil, alors à l'époque, pareil, le brief, on va le dire, ouais, on en est assez loin maintenant. Il y a un film un petit film qui est sorti qui s'appelait Avatar, avec une splash page d'un monsieur tout bleu, n'est-ce pas, en pleine face, voilà. Et on se dit waouh, qu'est-ce que c'est efficace. On pourrait faire la même chose. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on commence comme ça. Et puis finalement on fait un dessin par guilde. Et quand on a ces splash pages, ces faces qui dépassent la boîte, qui sont Loïc, le graphiste maison, le DA, dit on va essayer de mettre le titre. Donc il avait fait un super logo avec des coraux et des trucs. Vous mettez où le titre ? Sur la joue ? Sur le front ? Ça tient pas. Pareil, les noms des auteurs, on s'est battu, nous, je vous l'ai dit, pour mettre le nom des auteurs sur la boîte, ça tient pas non plus. Et donc là, il vient nous voir, un peu penaud, et nous dit, bon, on va pas mettre le titre, on va le mettre sur le côté, on va penser que le visuel est assez fort pour que les gens sachent de quel jeu il s'agit. C'est quand même, on va le dire couillu, on va dire ça comme ça. Gonflé. Voilà, c'est ultra gonflé. Et derrière, il dit, on va pas mettre le titre, est-ce qu'on peut ne pas mettre vos noms ? Nous, on dit, écoute, si tu mets pas ton logo Bombix, on met pas nos noms non plus, on l'accepte. Et donc, on est les premiers à faire une boîte où, pareil, il n'y a pas le titre du produit sur le produit. Je vous rappelle que, je ne vais pas parler de ça à des publicitaires, mais dans la pub, c'est du bon, du beau, du bonnet. Hein. Il faut que la marque, elle soit écrite. Non, mais ouais, c'est la pub des années 30. Hein, je suis d'accord, mais n'empêche que il faut quand même normalement immédiatement qu'on dise oui. C'est tel produit, c'est telle licence, c'est tel machin. Là, on arrive en faisant tout le contraire. Et il se trouve que on balance ça et les gens savent qu'il y a une boîte de chaque dans les boutiques, quoi, en gros. Mais alors, je vais te dire, l'expérience, c'est que je suis en boutique, je vois la boîte de jeu, et il n'y a pas, effectivement, elle se distingue tout de suite. Ah oui. Parce que c'est la seule qui n'a évidemment pas de logo, pas de nom, il n'y a que ces personnages-là, et ils sont effectivement très forts. C'est-à-dire qu'il y a l'attractivité, elle est là. Elle est là parce on a une boîte qui est originale. Et en fait, on nous promet, c'est presque un spectacle cinématographique, puisqu'on reprend en fait les thématiques du cinéma, avec effectivement un packaging pensé. On a vraiment la sensation que c'est pensé, alors que c'est pas. En fait, dans tes propos, c'est plutôt un accident. Mais... ça vient d'un accident, mais après, ça a été effectivement pensé, ça a été voulu. Et pour vous dire, il y a au départ 5000 boîtes de jeux pour la France. Le premier jour, il s'en vend 3600 et quelques. Un jeu à 40 €. Donc, Asmodée, le distributeur, appelle Erwan en disant « mais on n'a jamais vu ça ». Je vous dis pas, ils avaient un jeu dans une même gamme qui sortait la semaine d'après. Ils étaient verts parce que en gros on a tout raflé. Et bon donc voilà, donc on relance des prods. Et là on est dans une gestion au contraire du manque. C'est-à-dire qu'on va continuer à communiquer en disant les nouvelles boîtes arrivent. Pourquoi tout le monde s'est rué dessus ? Parce que tout le monde voulait son abysse. Moi, je suis de telle faction, de telle guilde. Ça a l'air de rien, mais les gens prenaient des photos avec la boîte devant leur visage, quoi. C'était eux. C'est un truc complètement fou. Donc c'est pas qu'on n'a pas fait exprès, on a tout fait pour que ça marche, mais il se trouve que on a réussi un coup marketing assez prodigieux grâce à ces interrogations, ces petits accidents, ces ratés, et ces quelques réussites, évidemment. Mais c'est une réussite artistique. Et c'est un plaisir de jeu à chaque fois qu'on joue, vraiment le plaisir est là. Ça va d'ailleurs jusqu'aux petits objets, les petites perles, le personnage du Kraken, tout ça, etc. C'est vachement ça bien. Participe au plaisir, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris, il faut savoir que dans le jeu,
jeu, comme en bande dessinée, on a un public de collectionneurs. On a des gens, nous on va les voir en boutique, parce que quand on fait des dédicaces en boutique, vous avez des gens qui arrivent. Alors nous, on parle culture. On voit que déjà 9 personnes sur 10 dans les boutiques de jeux vont acheter du scrapbooking, vont acheter de la pâte à modeler pour les gamins et tout. Et bon, nous, on est avec nos jeux, on se dit mais jamais ils essayent de jouer. Bon. Mais ceux qui jouent, eh ben, ça veut dire que on voit des choses que l'on ne pouvait même pas imaginer. C'est ça aussi, aller dans les boutiques voir un peu les produits culturels, comment ils sont vendus. Il y a une pile de jeux, les gens prennent les jeux. Celui qui touche par terre, le gars vous dit j'en veux pas. On dit mais il y a du plastique autour. Et pas. Non, j'en veux pas. C'est-à-dire que le collectionneur, il va pas vouloir de celui-ci. Il va en acheter 2. Parce qu'il en joue avec un et il en garde un sous blister. Oui. On ne sait jamais pour pouvoir le revendre, machin, etc. Pire, on est arrivé à la Gen Con à Indianapolis, donc le plus gros salon, c'est 180 000 personnes aux États-Unis, et on en avait 450 ou 500 pour faire le buzz aux États-Unis avant l'arrivée des boîtes fabriquées dans les usines, etc. Bon. Premier jour, on voit une pile de gens, parce que y avait le buzz qui avait précédé, et ils ont tous les 5 boîtes. Donc le drame, quoi. C'est-à-dire que tout va partir en 1 heure. Donc on va voir tous les gens en leur disant reposez-en 4, gardez celle qui vous plaît le plus, mais c'est le même jeu à l'intérieur. Et les Américains qui vous disent non, il nous les faut. Enfin, en gros, je vais les mettre dans ma ludothèque. Voilà. Donc, c'est terrible de se dire qu'on a des jeux qui sont vendus qui ne seront pas joués. Intellectuellement, on est en train de dire à un écrivain votre bouquin, super la couverture. Bon, voilà. Il faut vivre avec. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait que, oui, il y a des collectionneurs. Après, il y a des joueurs, effectivement. Et je pense que c'est un jeu qui a fait date parce qu'en dehors du plaisir de jouer, du plaisir graphique, etc., c'est un jeu passerelle qui permet effectivement aux joueurs occasionnels, aux familiaux, de passer au jeu dit expert, ce qui n'aurait pas été possible sans ces illustrations. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Alors, on enchaîne avec la dernière partie. Oui. Alors, ce qui est formidable avec les jeux experts, c'est qu'il faut évidemment des guides pour nous aider un petit peu à décrypter les règles. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Donc, un petit clin d'œil là aussi. Mais ce qui est formidable avec cette dernière partie, c'est qu'on va parler de ta dernière production. Donc, Loot, je prononce bien, oui. C'est le dernier né. Oui. Et en termes d'exécution, on a voulu aborder peut-être davantage la notion, effectivement, je dirais offline, c'est-à-dire tout le travail qui est fait pour c'est ça. Voilà, mettre en place à la fois le jeu, mais aussi le faire comprendre, le faire prototyper, le faire essayer, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, on a préparé une slide, on l'avait préparée pour ce week-end pour faire la présentation au Sablier d'Or, donc qui est on va dire, un nouveau mode de lancement où des journalistes ont sélectionné ce qu'ils considèrent comme les meilleurs jeux qui vont arriver pour les faire buzzer avant même qu'ils arrivent en boutique. L'idée, c'est qu'en fait, en 2000, on part d'une idée originale. En 2016, j'avais fait un jeu qui s'appelait Cappuccino, qui fonctionne très bien toujours, qui est un jeu de bar où on va prendre avec des tasses, donc ça c'est Laurent Escoffier, mon co-auteur, et avec 2 journalistes donc. Et en fait... ça c'est sur la manière de communiquer, vous voyez, on ne dit pas j'ai été faire voir des journalistes, etc. On parle à un moment qu'il y en a un qui ressemblera à Antonio Banderas, hop, on balance la vanne en disant, et comme ça, on reste proche des gens tout en étant en faisant passer la pub. L'idée c'est que ce jeu, en fait, c'est un jeu à colorier. Étourvie, dont je vous ai parlé en 2016, il y a un coup du destin, c'est-à-dire que je ne sais pas comment, on a beau être auteur multi-édité, etc., je ne sais pas comment proposer un jeu. Laurent Escoffier a fait un jeu qui s'appelle, alors attendez, je cherche, qui était un jeu pareil où on faisait des lignes autour du... il y avait des espèces de bonhommes, il fallait faire... Donc il est beaucoup sur le graphisme, c'est quelqu'un d'ultra créatif, qui crée plein de jeux, il a gagné 7 fois le concours de Boulogne, enfin bon, c'est un type... Et surtout, il est DA. Donc lui, il est déjà dans la fabrication, dans le graphisme. Et en fait, donc il se trouve que le coup du destin, c'est que justement, j'arrive à Étourvie et on me met dans la même chambre que lui. Donc bon, je me dis voilà, si là c'est pas. Et donc je lui propose de faire un jeu de coloriage. Et il regarde, il réfléchit, mais 30 secondes, il percute immédiatement, il dit waouh, ça marche, super, on y va, banco.
Et on commence à bosser sur le jeu de coloriage. Donc on commence à faire des premiers A4 avec des cases à colorier. C'est-à-dire que comme les jeux de Go ou autres où on ne peut plus toucher les pions qu'on a posés, là c'est pareil, on va sélectionner à notre couleur certaines cases qui vont nous permettre de... Ça c'est le jeu définitif. Vous allez voir Et donc l'idée c'est qu'on a ce jeu, on le propose aux éditions E-Lynx en France qui dit waouh génial. C'est pour nous, on fait des jeux de coloriage, on fait des livres de coloriage et on fait des livres sur le jeu. Vous arrivez avec un livre de jeu de coloriage. Donc le truc, bon bref. Et je sors de là, je dis à un copain, Manu Beltrando, qui est agent, était à l'époque agent pour des Coréens, et je dis, on a vendu en francophonie, parce qu'ils n'étaient pas éditeurs ailleurs, un jeu, il dit, fais voir un peu le jeu. Il dit, joue, il dit, je prends le reste du monde. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en 10 minutes, l'idée était tellement simple de dire, voilà, on prend un feutre et chacun va... Et donc, on va commencer à créer différents livrets, des prototypes. Donc, l'architecte des îles pâles, pourquoi ? Parce que les îles pâles, c'était des cases blanches, vu qu'on devait les colorier. Donc, il fallait trouver une thématique qui est... Et on va commencer à faire tourner ce jeu, justement, vu que ce sont des photocopies. Notre idée, c'était de faire quelque chose vraiment d'écologique, dans le sens où on pouvait en fabriquer à la demande en une nuit dans une imprimerie, partout dans le monde, à la demande. Et donc, on va signer avec les différentes éditions. Donc, ça, ce sont les photos de crétins que l'on fait pour balancer sur Facebook, pour dire « Attention, un jeu va sortir ». Encore une fois, on implémente dans la tête des joueurs, attention, il y a un super truc qui arrive, etc. Ce qui est vrai. Voilà. Oui, mais bon. Et donc, on va commencer, on fait du massivement multijoueur, il y a plein de versions. Au point où, donc, on commence à sortir des revues. Donc on voit alors les Coréens, Happy Baobab, c'était ce sont des cartes géographiques, parce que je vous rappelle qu'en Corée il y a des gens qui font 3 Rubik's Cube à la fois en jonglant avec, donc pour eux leurs gamins doivent être les meilleurs au monde, doivent être etc. Alors que nous on est plus sur le côté récréatif. Et en fait, Asmodée commence à voir le prototype, donc on sort des Cap 10, donc ça c'est des jeux solo, on sort des jeux à plusieurs. On sort des cartes postales, on commence à balancer au point où le géant Asmodée commence à s'intéresser à la chose et dit ce jeu il nous le faut absolument. À un point où parce qu'à l'époque ils étaient en cheville avec Hachette en disant on va vendre dans les relayages des jeux etc. Donc ils arrivent, ils voient les 2 éditeurs, ils le rachètent à un prix, je ne vais pas vous le dire ici, mais monstrueux. Donc ce qui fait que on se dit ils vont mettre le paquet. Nous, on commence à sortir nos revues papier, donc les Cap Color, Cap 10, etc. On se heurte à ce que l'on ne connaissait pas, c'est-à-dire que les fabricants de Sudoku, il y a des boîtes hollandaises qui fabriquent 300 000 Sudoku par semaine. C'est-à-dire qu'ils prennent tout le rayonnage du truc. Donc nous, avec nos 5000 exemplaires pour toute la France, on n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils nous posent 3 revues devant à chaque fois, donc on ne vend rien. C'est mort. Donc on voit que les revues, ça marche pas. Bon, Asmodée a racheté les droits, donc on laisse faire Asmodée. Ils vont finalement du coup et il se trouve qu'Hachette arrive en disant on va jouer dans le jeu nous aussi. Et il commence à monter, Hachette Studio H, il rachète Gigamic, il rachète BlackRock. Et donc, ça devient le concurrent numéro 1 d'Asmodée. Donc, notre jeu qui devait sortir via Hachette, etc., finalement, ça, c'est la licence Asmodée. Et donc, résultat, ils se rabattent sur un jeu à colorier, mais fait par eux. C'était pas forcément ce qu'on attendait. Résultat, le jeu c'est pas l'attente que l'on avait par rapport au buzz qu'il y avait, etc. On fait des coloriages dont vous êtes le héros. On invente. C'est tellement riche comme concept que on peut en faire pendant des tonnes. Et donc, on se rend compte, on avait même fait un jeu avec du paintball, où il fallait tirer sur les cases. J'ai perdu un short définitivement coloré à ce jeu-là. Donc, on s'amuse, on fait ça. Au point où on se dit, finalement, est-ce que le coloriage, qui est pourtant une bonne idée, écologique, etc., ce qui nous semblait très bien, on commence à fonctionner avec des meeples, à créer des scénarios de possibles, etc., etc. Au final, on récupère les droits, parce que vu que ça n'a pas marché... Et on se dit, on va faire un jeu classique, mais avec le même concept. Et en fait, ce jeu, le fait de poser des meeples, ceux qui ne connaissent pas les jeux, les meeples, c'est les morceaux de bois, les pions que l'on pose au centre, on va reprendre un jeton et on crée un petit puzzle game. C'est-à-dire qu'on a non seulement un centre, qui est très interactif, et on a un puzzle game que l'on construit chez soi. Et ça, ça plaît énormément. Et donc, on va vendre ça à Gigamic. Et c'est loot, donc loot, pour ceux qui connaissent un peu les jeux de rôle et autres, ça veut dire c'est le butin, vous savez, on ramasse tout ce qu'on peut, on amasse, voilà. Et donc, on avait un prototype qui s'est appelé Loot, ils ont gardé le titre en disant mais c'est vachement bien en fait. Et là, on commence à voir un jeu qui n'est pas encore sorti, qui commence à recevoir des prix alors qu'il n'est pas sorti. Donc,
on se dit ça part bien. C'est-à-dire que c'est les prototypes qui gagnent des prix. En fait, c'est pas le prototype, c'est les journalistes justement font une sélection à l'avance, comme les produits de l'année, les choses comme ça, etc. Okay. Et on commence à être sélectionné partout. Donc on se dit, waouh, ça part super bien. Le jeu plaît beaucoup. Il y a un buzz qui monte côté joueur. Donc là, on est effectivement dans cette espèce d'entre-deux, ce qu'on appelle poliment le cul entre deux chaises, mais qui nous plaît bien. C'est-à-dire que c'est le fameux jeu passerelle. On peut y jouer à la fois en famille, mais par contre, l'expert, il va gagner de 40 points sur le petit gamin ou sur voilà. Et en fait, donc on signe un nouveau contrat. Donc ce jeu, on en est à 4 ou 5 éditions, hein. Mais à chaque fois, il y a une différence, mais on garde un principe générique. Et donc en fait, voilà. Donc notre prochaine sortie, c'est ça. Avant les prochaines sorties de septembre, où on va avoir un jeu de magie avec des baguettes, etc. Qui lui aussi a mis 11 ans à sortir. Celui-ci, c'est donc 9 ans de travail. Donc on peut pas imaginer quand on voit un jeu que derrière il y a 9 ans de boulot, de différences, d'interrogations, de doutes, de petites victoires, et puis de temps en temps finalement ça marche. Et donc aujourd'hui, quand on voit on voit les exemplaires se vendre à l'étranger, on nous dit il y en a 5000 en Allemagne, 2000 en Russie, 2000 en Pologne, etc. Et tout. On se dit voilà, c'est bien parti. Donc après, ça y est, là vous allez voir toutes les images du bonheur ludique. Donc ce qui s'apparente à de la pornographie, les zooms sur les pions, vous savez, ça, le joueur expert, il veut voir la qualité avant, etc. et tout. Les familles qui jouent, alors là on est plus dans le familial, c'est les images du bonheur. Vous savez, on a des termes à chaque fois pour définir. Donc les images du bonheur, c'est la famille qui joue. Alors il y a celui qui réfléchit, celle qui rigole. Vous voyez, enfin c'est très. Vous voyez que tout est composé parce que ils habitent une maison avec des fenêtres qui s'ouvrent pas. La couverture qu'on voit à l'arrière, ils ont un casque viking posé évidemment devant, comme tout le monde, sur une table de nuit. Enfin bon, etc. Donc tout ça, on recrée une réalité qui n'a jamais existé. Mais en fait, l'idée c'est de communiquer. Donc là, c'est une grosse machine. C'est Hachette qui est derrière. Hachette, ils distribuent dans 80 pays dans le monde. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ils ont les premiers succès dans les jeux. Il faut savoir que Hachette, au niveau livre, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient. Donc ils peuvent plus grossir. Donc ils cherchent justement des domaines culturels où pouvoir justement continuer à grossir. Le jeu en est un, ça se passe bien pour eux. Et là, ils ont décidé, donc vous voyez, on commence à être sélectionné officiellement. Le jeu n'est pas encore sorti. Donc c'est un truc de. Donc ça veut dire que a priori ça sent bon. Voilà. Et donc Hachette a décidé a priori de pousser ce jeu-là. Donc sur tous les jeux qu'ils éditent cette année, on fait partie de ceux qui vont être poussés. Après on verra bien si ça. Jusqu'où ça ira, mais voilà. Pour vous dire, les gens ne voient que le succès qui arrive en disant bravo, on commence à recevoir des messages. Voilà. Les gens n'y ont pas joué, mais on nous félicite déjà pour le jeu. Je ne sais pas si vous imaginez et ils n'imaginent pas les 9 ans de travail derrière. Certainement, s'ils félicitent, peut-être qu'ils en ont conscience. Mais en tout cas, ce qui est fabuleux, c'est que on comprend qu'un jeu, c'est une trajectoire qui peut être très 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 longue. Un succès qui peut être inattendu, un succès voulu mais qui n'arrive pas, et puis du retravail avec les éditeurs, avec des cessions de droits, des droits qu'on récupère, qui nous permettent d'optimiser effectivement une idée initiale. Enfin, c'est presque sans fin, quoi. En fait, ce que moi j'essaie de montrer aux étudiants, même à Sup de création, c'est que un jeu, il n'y a pas forcément besoin de matériel. On peut jouer au Shifumi avec ses mains, mais en fait, à partir du moment où on est dans l'édition, il faut vendre quelque chose. Donc forcément, on a du matériel, que ce matériel doit correspondre à un thème, que le thème, lui, doit être en cohérence avec le jeu, doit être porteur d'une promesse, que cette promesse, elle doit être tenue par le jeu derrière. C'est-à-dire que si derrière, les gens sont déçus en disant « Ah, on m'a promis une histoire de viking, mais j'ai pas combattu avec ma hache, ou etc. » on va dire « Ouais, zut, quoi. » Donc en fait, on est à la fois des vikings gentils, mais il y a quand même quelques combats. Il y a, voilà, donc c'est une espèce d'équilibre un peu instable. Et alors, souvent, ça marche pas. Et puis des fois, ça marche parce qu'on a réussi à amener les gens où on voulait. Et comme je le dis à chaque fois, l'argument, nous, on le vend à un éditeur, l'éditeur le vend aux journalistes, les journalistes le vendent aux boutiques, les boutiques le vendent aux gens, et les gens reviennent dans un salon pour nous faire dédicacer la boîte, et ils nous répètent notre pitch, quoi. La flamme qu'ils ont dans l'œil, c'est nous qui l'avons allumée, quoi. Et ça, c'est en passant par... et ça, c'est super agréable, quoi. Eh bien, merci beaucoup. C'était super intéressant. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous.
Eh bien, on va te remercier, Charles, d'être venu, de nous avoir expliqué tout ça, de nous avoir montré aussi tout ça, parce que c'est vrai que les étudiants de game design, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils collaborent avec toi, ils travaillent avec toi, et puis les intervenants sur la manière effectivement de concevoir, de réaliser effectivement des jeux. Mais c'est vrai que les Creative Talks, c'est aussi vocation à créer peut-être aussi chez ceux qui ne sont pas étudiants une vraie réflexion sur justement ce passe-temps qui va peut-être devenir effectivement leur métier. Donc ça, c'est bien d'ouvrir un petit peu la voie je pense de cette manière-là. Enfin, aujourd'hui, on y est, comme la bande dessinée dans les années 2000 qui est passée, on va dire, des tuniques bleues à l'association, les Racam, les requins marteaux, c'est-à-dire à des bandes dessinées adultes avec des messages forts, des dessins pas forcément faits pour plaire, etc., etc. Le jeu, aujourd'hui, on y est. On est à ce moment charnière. Alors, c'est assez génial d'être dedans à ce moment-là. On voit qu'en même temps, la production explose. Donc, on a le public. On a aujourd'hui des prix qui sont décernés à des jeux que je qualifierais de très faibles, parce que on va chercher plus le public est grand, plus on est bas, on va dire. Hein. Quand il y a 15 ans, on s'adressait à des joueurs. Les joueurs, c'était qui avait le plus gros tableur dans la tête, voilà, pour savoir comment résoudre les problématiques. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce principe-là. Aujourd'hui, justement, on vend une expérience culturelle, on vit quelque chose, et je pense aujourd'hui que le jeu, enfin moi c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, est à la base justement de l'art. Quand on voit quelqu'un qui joue de la musique, au départ, les premiers, ils ont tapé sur des bambous en disant on va imiter les bruits de la nature. Puis à un moment, il y en a un qui s'est dit tiens, et si on inventait un bruit nouveau? Et puis si on n'utilisait plus des bambous, mais on va attendre une corde, etc., etc. Et le théâtre, le jeu théâtral en a un, le jeu musical évidemment. Le jeu fait partie de l'art, est chevillé à l'art depuis le début. Et aujourd'hui, on a cette chance, que ce soit dans le jeu ou dans le jeu vidéo, parce que ce sont les mêmes mécanismes, d'où ma présence ici d'ailleurs, c'est que on peut faire passer justement des messages, on peut évidemment être autour d'une table ensemble et c'est super agréable. Finalement, on est programmé pour ça. Nous, humains, on est des animaux sociaux, on est grégaires et on aime être ensemble et faire des choses ensemble. Donc, le jeu, je pense que c'est l'art de demain. On y est. Le jeu vidéo commence à être reconnu comme tel et je pense que le jeu de plateau qui existe depuis plus longtemps va y arriver aussi. On a encore un frein qui est, on va dire le frein des règles, parce que autant le jeu vidéo a réussi à se passer de ça, parce que on fait 2-3 niveaux où on apprend à jouer, et après très simple, et après on progresse. Nous, on a encore quelques pages à faire lire avant de jouer, mais ça y est, c'est en train d'arriver, et je pense qu'aujourd'hui les adultes, justement, le jeu vidéo a permis ça, sont complètement décomplexés par rapport au fait de jouer. Moi, je me souviens, la génération de mes parents ne jouait pas. On nous achetait des jeux, c'était débrouillez-vous. Aujourd'hui, les adultes jouent avec leurs enfants, les adultes jouent entre eux. Donc voilà, on y est, on arrive. C'est une question de, moi je dirais 5-10 ans. Merci beaucoup, beaucoup. Applaudissements encore. Merci à vous. On va remercier Elvis, on va remercier les réalisateurs, les cadreurs. On va remercier évidemment Thomas. On se dit rendez-vous très très bientôt pour une prochaine Creative Talk. Et puis d'ici là, jouez. Merci.